C'est bon, j'y vais, j'attaque. Alors, déjà la configuration de la salle est intéressante. Je ne suis pas un conférencier prestigieux, je suis plutôt un inconnu sur ces sujets-là, et pourtant la salle est pleine. Ce qui prouve que cette réflexion sur les théories de l'effondrement est vraiment une question qui est prégnante actuellement dans nos sociétés. Alors, on va commencer pour entrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet en regardant une petite vidéo. Si vous entendez bien le son, si c'est bon, vous me faites un pouce pour dire que c'est bon, vous avez le son. Bientôt la fin de notre civilisation. Bah oui, c'est pas une blague, c'est même la NASA qui le dit. La cause ? Nous. Selon cette étude, si on continue comme ça, on va disparaître d'ici quelques décennies. Et oui, j'ai bien dit décennies. Les scientifiques de l'Agence spatiale américaine prennent exemple sur d'anciennes civilisations disparues, comme les empires romains ou mésopotamiens. Le processus d'élévation et d'effondrement d'une civilisation serait donc un cycle récurrent dans l'histoire de l'humanité. Depuis 5000 ans, toutes les civilisations craquent lorsque les hommes surexploitent leurs ressources ou lorsque les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres. En fait, les riches de moins en moins nombreux, mais toujours de plus en plus riches, entraînent la disparition des travailleurs qui sont trop pauvres pour se nourrir et donc notre civilisation industrielle disparaît. L'autre scénario envisagé, qui conduit lui aussi à notre perte, c'est la trop grande exploitation des ressources terrestres, qui entraîne la disparition des populations pauvres et par conséquent des riches. Et oui, quand les pauvres disparaissent, les riches disparaissent aussi. Parce qu'ils dépendent des pauvres, qui produisent pour vivre. Donc pour survivre, c'est pas si compliqué. Il faut mieux répartir les richesses et baisser notre consommation des énergies non renouvelables. Bref, trop d'inégalités, surconsommation. Nous serions donc responsables de notre disparition. Ça s'appelle une entrée en matière. Là, on est rentré dans le vif du sujet. Cette étude, dont je viens de vous projeter un petit extrait, elle s'appelle Human and Nature Dynamic. Elle a été faite par l'équipe du professeur Mochezerai sur un financement NASA. Et il se trouve que je la connais bien, cette étude, tout simplement parce qu'avec un ami, Patrick Solinière, je suis le traducteur français de cette étude. Donc, c'est un modèle que je connais bien. Donc, ce soir, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de découper en 3 parties. Je vais essayer de vous expliquer ce que sont les théories de l'effondrement. Je vais essayer de vous expliquer comment elles sont en train de se diffuser dans le grand public. Et ensuite, on va essayer de voir comment les gens les vivent. Et surtout, on va essayer de montrer que, et c'est ce que disait la petite vidéo à partir du modèle Human and Nature Dynamic, c'est que derrière ces questions, il y a des choix politiques importants et qu'il y a des questions politiques. Et là, en tant que chercheur, puisque je suis au CERTOP, au Centre d'études et de recherche sur le travail, l'organisation et le pouvoir, nous, on doit s'effacer derrière la démocratie. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir un maximum de temps de dialogue avec vous. En gros, comment ça marche? Donc, il y a très peu de théories, il y en a quelques-unes. On peut dire qu'il y a peu de modèles et surtout que tout n'est pas lié, c'est-à-dire que c'est des espèces de patchwork qui documentent qui le climat, qui les ressources, etc. Et la science, par définition, elle est prudente et modeste et elle ne tire pas les conclusions, elle ne va pas trop loin. Et des fois, les scientifiques sont très en retrait, même si en off, ils sont un peu plus inquiets. À partir de là, il y a tout un travail de vulgarisation qui a été fait, qui est de qualité variable, et qui là, par contre, lui, se permet, ce que ne peut pas faire un scientifique, de faire le lien entre toutes les disciplines, entre tous les problèmes, et avec des explorations, et parfois, il y a des visions un peu mécanistes du monde.
Et derrière, il y a un impact sur le grand public. Vous, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Et on a des phénomènes assez étonnants qui relèvent plus de la science, mais qui relèvent de la psychologie, de la sociologie. On a des phénomènes de rejet ou d'adhésion. Alors, qui est le public des gens qui ont œuvré à faire de la vulgarisation sur ces sujets? C'est des gens qui reçoivent ça en premier, c'est des gens plutôt éduqués, plutôt diplômés. On a fait une enquête en octobre de l'année dernière sur 1600 personnes. Et en fait, la plupart ont des diplômes d'ingénieurs ou sont très éduqués. Et en fait, on n'est pas dans une croyance de la fin du monde, on est face à des gens qui savent lire de la littérature scientifique et qui s'aperçoivent qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes. Après, il y a un autre problème, c'est celui des imaginaires. À partir d'un constat, et on reviendra dessus longuement, vous êtes américain, vous avez grandi dans un contexte d'eschatologie, c'est-à-dire de fin du monde, avec une culture religieuse marquée par les mormons, les évangélistes, avec un culte des armes, etc. Vous risquez de développer une vision assez survivaliste, preppers, un peu aller en dehors du réseau. On les appelle les OTG. Vous êtes plutôt dans une culture occidentale européenne. Vous allez plutôt à gauche, vous allez plébisciter les stratégies d'entraide, de coopération. Et donc, en fait, à partir d'un même diagnostic, on va s'apercevoir qu'il y a des visions politiques derrière, sous-jacentes, qui sont très, très différentes. Alors, c'est quoi les modèles qu'il y a sur ce sujet? En fait, il y a deux grands types de modèles. Il y a des modèles qu'on appelle rétrospectifs et analytiques, c'est-à-dire on prend des effondrements passés et on essaie d'expliquer pourquoi ça s'est produit. Et de l'autre côté, il y a des modèles qu'on appelle prospectifs, c'est-à-dire on fait des mathématiques, on utilise des équadifs et on essaie de documenter ce qui pourrait se passer dans le futur. Alors, je ne peux pas tous vous les montrer parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais je vais essayer de vous expliquer le mécanisme de ces modèles. Et ensuite, une question qu'on va essayer de se poser ensemble, parce que ça, on n'est pas capable de répondre tous collectivement, en tout cas, il n'y a pas de consensus scientifique, c'est est-ce que les effondrements vont être lents, rapides? Ça, c'est l'hypothèse d'Hugo Bardi à Florence, qui a écrit sur la falaise de Sénèque. Est-ce que ça va être des effondrements partiels? Est-ce que ça va être des effondrements totaux? On en sait, on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, on va passer les trois grands bouquins connus sur les modèles rétrospectifs et analytiques. Le premier, c'est le bouquin de Joseph Stenter qui s'appelle « Effondrement des sociétés complexes ». Et dans ce livre, en fait, il prend des cas de société, il va essayer de faire sortir deux facteurs saillants qui sont pour lui, les sociétés sont devenues trop complexes. Il y a trop de strates sociales, on a fait des canaux, mais il faut entretenir les canaux, puis il faut faire l'entretien des canaux. Il y a trop de rôles sociaux, les gens ne se coordonnent plus. Et le deuxième critère que développe Stenter, je vais très vite, bien entendu, c'est de dire qu'il y a des rendements décroissants, éducatifs, productifs, etc., qu'il n'y a plus de rentabilité des capitaux et que ça conduit à un effondrement. Le deuxième livre qui est assez connu, en tout cas cité par notre Premier ministre, comme étant son livre de chevet, c'est Effondrement de Jared Diamond. Alors qu'est-ce qu'il dit ce livre? Il dit que les raisons principales des effondrements, c'est les dégradations de l'environnement, les changements climatiques, il y a un événement climatique qui perturbe la société, des voisins hostiles, des guerres, des problèmes d'approvisionnement ou de commerce, ou une mauvaise, et ça va nous préoccuper dans la dernière partie, l'effondrement est lié que la société n'a pas compris ce qui se passait et n'a pas eu la bonne réponse sociétale, c'est-à-dire la bonne organisation et n'a pas mis en place les stratégies de résilience correctes. Le dernier bouquin qui est régulièrement cité, c'est celui d'Orlov, de Dimitri Orlov. Il a documenté des cas d'effondrement. Alors lui, il ne parle pas du tout d'écologie. En fait, il a documenté des effondrements en Russie, un peu partout, et il dit la première sphère qui s'écroule, c'est la sphère financière. Ça conduit à ce qu'il y ait un effondrement commercial et que les magasins soient vides. Ensuite, et là on peut réfléchir avec les gilets jaunes et avec la société dans laquelle on vit,
la société perd confiance dans sa représentation politique et dans sa structure politique. Les liens sociaux de solidarité se distendent, et là où c'est la catastrophe, et c'est le dernier stade de l'effondrement, les liens culturels de solidarité, d'entraide, d'empathie, de réponse aux plus fragiles disparaissent. Et, au sens de Hobbes, littéralement, l'homme redevient un loup pour l'homme. Alors, on peut s'amuser de ces chaos, mais j'ai une collègue dans mon laboratoire qui documente les cas de choléra en Haïti ou Ebola en République démocratique du Congo, et son boulot, c'est d'intervenir précisément dans des situations de chaos et d'essayer de réfléchir à comment on peut s'y prendre pour réagir le moins mal possible. Ensuite, il y a des modèles scientifiques. Le plus connu, c'est celui de 72 du Club de Rome, le modèle World 3. Il y avait 12 scénarios différents, et je vais vous expliquer un peu comment il est fabriqué, en fait, pour que vous compreniez comment il est fait. Et, en fait, on va voir le rôle de business as usual, c'est-à-dire on continue comme si rien n'était. Ensuite, il y a le modèle Andy, c'est la petite vidéo qu'on a vue en introduction. Donc là, c'est un modèle mathématique pur. On prend des paramètres d'inégalité, on prend des paramètres de prélèvement des ressources, et on essaie de voir ce qui se passe. Ensuite, il y a un modèle qui est très connu, en fait, c'est Planet Boundaries, c'est les limites de la planète, c'est qui a été fait par Rostrom et son équipe. Et en gros, il nous explique qu'il y a 9 limites planétaires à ne pas déplacer, et on en a 3 de franchies. Il y en a 2 qu'on n'arrive pas à calculer, et sur les 4 qui restent, on n'est pas loin de la limite. Et il y a un imaginaire qui va coller au collapso, aux gens qui s'intéressent à ça. C'est l'imaginaire de la grande accélération qui a été fait par Stephen et son équipe. On y reviendra un tout petit peu. En fait, on va commencer pour que vous compreniez comment on construit un modèle mathématique. Alors ça, c'est le modèle de Meadows. Meadows et son équipe prennent toutes les données disponibles de 1900 à 1970. Donc ça, c'est les courbes que vous voyez. Donc le stock de ressources non renouvelables, la nourriture par habitant, les services par habitant, et la population globale, la production de services, la production de biens, la pollution. Donc on a des données pendant 70 ans, on va essayer de construire des équations. À partir de ces équations, on fait une modélisation mathématique. C'est celle que je vous présente, c'est la modélisation de business as usual, c'est-à-dire on continue comme si rien n'était. En 2000, on prend les données disponibles qu'on a pu collecter et on regarde si la réalité colle au scénario. Donc, déjà, 30 ans, un scénario qui fonctionne pendant 30 ans. Pas mal. En 2014, ça aussi je connais bien puisque je suis le traducteur français de cette étude, toujours avec la même personne, Graham Turner, qui est un chercheur à Melbourne, prend les données disponibles et regarde si les données collectées dans l'environnement correspondent au modèle. Et donc vous avez un modèle qui a été robuste et fiable pendant 44 ans. Et donc un certain nombre de personnes se disent si le modèle a été robuste pendant 44 ans, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à l'être dans le futur. Or, si je reviens un tout petit peu en arrière, le modèle nous explique qu'à partir de 2030, on va connaître un déclin de la population par manque de nourriture, par augmentation de la pollution, et parce que la production va décroître par manque de ressources. Voilà, ça c'est le modèle de Meadows. Alors, on va revenir rapidement sur celui de Rostrom. Ça, c'est la focalisation actuelle, c'est ce qui se passe en haut. La concentration de CO2 a dépassé 350 parties par million, donc c'est un taux de concentration dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est rendu à 410, mais il ne fallait pas passer 350, tant pis. Ça veut dire que le réchauffement climatique à 2 degrés est acté et que les derniers modèles du GIEC prévoient un réchauffement climatique possible, on reste dans de la science, donc dans des hypothèses, de 7 degrés en 2100.
On a une érosion de la biodiversité, on documente ce qu'on appelle une 6e extinction de masse des espèces. Concrètement, ça veut dire entre 10 disparitions d'espèces par million d'espèces. On est à un taux de disparition des espèces qui est entre, selon les études, 20 à 100 fois supérieur au rythme normal de disparition des espèces. Le plus problématique, probablement, c'est le dernier, qui est beaucoup moins documenté. C'est la perturbation du cycle azote-phosphore. Pourquoi ? Parce que c'est avec l'azote et le phosphore qu'on fabrique la nourriture. La nourriture, on la fabrique avec de l'azote qu'on rajoute dans le processus agricole en utilisant un procédé chimique qui a été inventé il y a un siècle qui s'appelle le procédé Haber-Bosch. Et pour faire tourner le procédé Haber-Bosch, il faut de l'énergie. En fait, on va récupérer de l'azote qu'on va pouvoir mettre en intrant. Et le phosphore, c'est une matière qui est aujourd'hui essentiellement dans des mines, alors beaucoup au Maroc, et qui est en quantité limitée. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est sédimenté au long de notre histoire géologique, et qu'on a perturbé ces cycles et ces problématiques. On ne va pas commenter les autres pour aller très vite. Ça, c'est l'étude de Stephen. Donc là, vous avez sur la partie gauche l'accélération du système économique, la population totale, le premier, ensuite le PIB, les investissements directs étrangers, la population urbaine, etc., etc. Et vous voyez sur la gauche, sur la droite, l'impact que ça a sur la planète. Disparition des réserves de poissons, disparition, température de surface, etc., etc. On va aller très vite. En fait, ce que nous dit Catton dans Overshoot, c'est le premier à calculer ce qu'on appelle l'empreinte carbone, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est que la planète, elle est fragile. En fait, il y a des équilibres. Chaque année, la planète se renouvelle. Donc ça, c'est la partie droite du schéma. Elle a une biocapacité qu'on appelle la capacité porteuse. Et chaque année, on peut prélever, on peut prendre du bois, on peut prendre un certain nombre de choses. Mais si on déséquilibre cette capacité porteuse, à terme, on a des problèmes. En fait, ça c'est le schéma de gauche, vous pouvez, tant que vous consommez en dessous de la capacité porteuse, pas de souci. Dès que vous faites un dépassement, vous dégradez l'environnement, vous dégradez la capacité porteuse. Si vous avez un dépassement sévère, vous avez par la suite une dégradation sévère de la capacité porteuse. C'est pour ça que ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde, mais quand on vous dit qu'on consomme 1,5 planète par an, c'est quelque chose qui est important, qui a des conséquences importantes. Et les plus hardis, ça tombe bien, il s'appelle Hugo, à Florence, ils disent, nous, en fait, tout est lié, et il va y avoir un effondrement de type falaise de Sénèque. Ça pose la question immédiatement des imaginaires. Ça, c'est un schéma qui a été fait qui est issu des travaux d'un très très bon vulgarisateur sur le sujet, qui est spécialiste des systèmes complexes, qui s'appelle Arthur Keller. Et il dit, voilà, il y a 3 imaginaires. Donc, si vous lisez bien le graphique, vous avez en pointillé là, la capacité porteuse de la Terre. Et vous avez la courbe qui monte, c'est notre empreinte écologique. On a dépassé les capacités de la planète dans les années 70. On est plutôt là-haut, en 2020. Et donc la question qui se pose, est-ce qu'on va pouvoir durer avec la technique, avec, je ne sais pas moi, des inventions? Est-ce qu'on va avoir de la décroissance, voulue ou subie? Est-ce qu'on va avoir un effondrement? Ou est-ce qu'on va avoir le chaos? Alors, jusqu'à présent, c'est que des hypothèses. Je vais essayer de vous montrer comment raisonnent les collapsologues en vous prenant... en fait, ils ne peuvent pas le démontrer scientifiquement parce qu'il faudrait mettre des équations et trop de paramètres. En fait, ils disent, voilà, tout semble aller dans la même direction. Ils s'appuient sur des connaissances en systémique et en système complexe. Ils référencent des données disponibles. Mais par contre, là où c'est problématique, c'est que souvent il y a une frontière floue entre l'opinion de l'auteur et ce qui relève de la science.
C'est-à-dire que si vous lisez, on va le voir après, Aurélien Barraud, Pablo, etc., ils documentent des travaux scientifiques, mais en même temps, ils donnent leur opinion. À quel moment s'arrête la science, à quel moment commence la vision et l'idéologie du monde, c'est difficile à documenter. Ce qu'on peut dire, c'est que, contrairement à ce que fait Yves Cochet ou parfois Pablo Servigne, que je connais bien puisqu'on collabore, c'est qu'on ne peut pas avancer des dates, éventuellement des décennies. En tout cas, on aura des problèmes avant 2050. Voilà. Le futur, par définition, est inconnaissable. Imaginons qu'on trouve une technique, mais c'est pareil que croire au Père Noël. Imaginons qu'on invente un procédé révolutionnaire, etc. Imaginons qu'on devienne raisonnable. Rien n'est écrit. C'est à nous d'écrire le futur. Et en général, on écrit le futur avec la politique. Le futur est connaissable, mais que dans des grandes tendances. Par exemple, la démographie est une science assez exacte dans le sens où on connaît les taux de natalité, les taux de mortalité, le nombre d'enfants, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Donc on arrive à documenter ça, mais ça reste des évaluations et des fourchettes. Et comment on passe des vulgarisateurs aux passeurs? En fait, ce qui s'est passé, le premier à avoir un peu alerté, c'est Yves Cochet avec Apocalypse Pétrole, etc., autour de l'Institut Momentum. Ensuite, il a été rejoint par Pablo Servigne, qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui est l'inventeur, avec Raphaël Steven, de la collapsologie. Et il a écrit depuis 2 autres livres, L'entraide, l'autre loi de la jungle et Une autre fin du monde est possible. Il y a des gens comme Cyril Dion qui ont essayé de travailler avec des livres, avec des films comme Demain. Et il y a Aurélien Barraud aussi qui est très connu, plus pour son statut d'astrophysicien et sur sa capacité à vulgariser. Et tous ces gens-là, le premier est mathématicien, le deuxième est docteur en biologie, le troisième non, et le quatrième est astrophysicien. On ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir lire de la littérature scientifique. Alors, ils sont très inspirés. Dans les groupes ou dans les gens qui s'intéressent à la collapsologie, il y a 2 références qui sont très très souvent citées. C'est Jean-Marc Jancovici, qui est le créateur de Carbone 4, c'est un cabinet de conseil, et du Shift Project, et qui a écrit plusieurs livres. Lui, il est plutôt spécialiste de l'énergie, Jean-Marc Jancovici. Et alors, par exemple, la semaine dernière, il y a pile une semaine, le 17 octobre, il était à un congrès de l'OCDE qui s'appelait Est-ce qu'il faut annoncer le collapse ou essayer de le gérer? C'était Adverting Collapse or Manage It en anglais. Et littéralement, il a dit, donc si on aime faire sa pensée, c'est très clair, il a dit le meilleur modèle que je connaisse, c'est celui de Meadows. C'est assez clair, je viens de vous le montrer. Donc il aime faire des possibilités d'effondrement. Ensuite, il y a Gaël Giraud, qui est un économiste, qui a écrit des bouquins sur la finance, sur les problèmes financiers. Il a la particularité d'être aussi le directeur, l'économiste en chef de l'Agence française de développement. Et ces gens-là, tous ces gens-là, ont inspiré des communautés. Aujourd'hui, il y a des communautés Facebook ou des gens qui documentent les problèmes. Il y en a 2 principales en France. Il y a quasiment 20 000 membres qui s'échangent des informations sur ces sujets. C'est Transition 2030 et la collapse heureuse. Et aujourd'hui, puisque moi je documente comment les gens perçoivent ces questions, je dois être abonné à près de 60 groupes différents qui parlent de ces questions, ce qui prouve que c'est vraiment un sujet de préoccupation des gens et qu'il va falloir y répondre. Et je discutais tout à l'heure avec un ami qui m'a fait l'amitié de venir ce soir de Montpellier, qui travaille. Il y a 600 écolieux en France, c'est-à-dire des gens qui essaient d'inventer un futur, qui essaient de travailler à une vision parce qu'ils ont l'impression que le système n'est pas durable. En fait, les collapsologues ou les effondristes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comme on a un problème de ressources, de biodiversité, de changement climatique, de pollution, qu'on sait qu'il faut de l'énergie pour créer de la richesse. Alors ça, c'est une étude importante qui a été faite par Gaël Giraud et Zineb Karaman, qui montre qu'en fait, 70% de la richesse produite s'explique uniquement par l'utilisation d'énergie, entre 60 et 70%. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ils ont développé l'imaginaire des esclaves énergétiques. Aujourd'hui, c'est l'énergie qui vous permet d'avoir le confort de vie qu'on a.
En gros, ils se sont amusés à calculer que pour avoir notre mode de vie, il faut entre 200 et 1000 esclaves. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas l'énergie gratuite, quasiment pétrole, gaz, etc., il faudrait que vous ayez 1000 esclaves tous les jours à votre disposition pour avoir le confort de vie que vous avez, que j'ai aussi. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde physique et on l'oublie trop souvent. Alors, nous, on est dans cet imaginaire-là, ressources infinies, croissance continue. Est-ce qu'on a des exemples dans la nature ? Aucun. Alors ça, c'est typiquement... Alors j'ai emprunté cette diapo à un collapsologue qui est dans des groupes Facebook, qui s'appelle Donat Filio, qui a fait un bon travail, je trouve, donc je lui rends hommage. Les ressources renouvelables, comment ça se passe ? On ne peut pas dépasser le stock. Donc quand le stock, quand on s'approche, il y a une croissance nulle à terre. Il y a plein d'exemples, les forêts, les poissons. Les ressources non renouvelables, elles sont sujettes à ce qu'on appelle un pic d'Hubert. En gros, elles croissent et quand on arrive à la moitié du stock, elles décroissent. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Si les placards chez vous sont vides, ils sont vides. Et ça, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le charbon, c'est les métaux, et c'est l'uranium, c'est le lithium qu'on utilise dans les batteries, on veut tous faire des batteries, c'est les terres rares qui sont dans les portables, les éoliennes un peu partout, qui sont en quantité limitée, et c'est même le sable qu'on utilise dans la construction. C'est en quantité limitée. Par exemple, ça c'est typique d'un pic d'Hubert, vous voyez, il y a le cuivre, jusqu'en 2020 on en a, et à partir de 2020, on sait qu'on en aura un peu moins chaque année à extraire. Et c'est valable, et pour un paquet de choses qui sont très impactantes pour l'économie mondiale, on a des pics qui se situent entre 2010 et 2050 au plus tard. L'énergie transforme le monde. Vous voulez modifier une température, vous voulez chauffer une pièce, utiliser un frigo, vous avez besoin d'énergie. Vous voulez modifier une vitesse, vous déplacer, vous avez besoin d'énergie. Vous voulez modifier une forme, vous avez besoin d'énergie. Vous voulez modifier la position dans un champ magnétique, électrique, etc., vous avez besoin d'énergie. Vous voulez modifier une composition chimique ou atomique, vous avez besoin d'énergie. Donc c'est l'énergie qui transforme le monde et c'est l'énergie qui crée la richesse. L'énergie, elle vient d'où ? Vous avez compris, elle est indispensable pour créer de la richesse. Elle vient d'où ? En gros, ça c'est le mix énergétique mondial simplifié. On va dire le mix énergétique mondial pour les nuls. Il y a 85% d'énergie fossile, 15% d'énergie renouvelable. Le pétrole, c'est un tiers. Pourquoi ? Parce qu'il est très pratique, il est très concentré. On n'est pas fou. Je veux dire, nos ancêtres, ils utilisaient les énergies renouvelables. S'ils les ont abandonnées, c'est que le pétrole, c'était plus pratique. Le gaz, c'est à peu près un quart. Le charbon, c'est pareil, à peu près un quart. Et le souci de ces énergies-là, c'est qu'elles contribuent au réchauffement climatique et qu'elles vont être moins disponibles. Les énergies renouvelables, tant que c'est des barrages, des moulins, ça va. Les éoliennes, ça commence à être un peu plus compliqué. Le solaire aussi. Pourquoi ? Parce qu'elles consomment des terres rares. On ne sait pas faire des énergies renouvelables sans terres rares, et je vous ai dit que les stocks étaient limités. Donc le potentiel des énergies renouvelables est limité. En fait, on a plusieurs problèmes. On a un problème de complexité. Vous avez vu là le pétrole, on produit à peu près 100 millions de barils jour. Il y a eu un drone en Arabie Saoudite, il y a 6 millions de barils jour qui sont disparus de la circulation et ça va impacter la richesse mondiale. Et c'est pour ça que les cours ont augmenté. On a un problème d'interdépendance des acteurs, c'est ce que documentait Tinter sur la complexité. Et ne rêvez pas sur les flux, parce que c'est pas que vous ayez beaucoup de pétrole à disposition ou peu. Ce qui compte, c'est la taille du robinet. Vous avez un gros réservoir d'eau ou un petit réservoir d'eau, ce qui va compter, c'est la taille du robinet. Or, pour des questions d'investissement matériel, etc., on va avoir du mal à augmenter les flux énergétiques, donc la création de richesse. Et tous ces gens-là ont développé, les scientifiques et les vulgarisateurs, un vocabulaire spécifique. Alors ils adorent parler de boucle de rétroaction positive. Elle n'a de positive que le nom. En fait, concrètement,
Si vous augmentez les températures, vous avez une fonte des glaces. Il y a moins de rayonnement solaire renvoyé dans l'atmosphère par albédo. Il va y avoir des problèmes d'évaporation de l'océan, donc plus d'effets de serre, et vous avez un cercle vicieux qui se met en place. Vous avez des effets rebonds. J'ai un gain d'efficacité, paf, je vais utiliser l'énergie pour faire autre chose. L'impact sur le grand public, en fait, ça peut être du déni. Il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi. Il y a beaucoup de gens qui... ça, c'est un problème. On a fait une étude avec deux co-auteurs, Pierre-Éric Sutter et Dylan Michaud, et on a montré que ça posait un problème professionnel. Quand vous choisissez un travail ou quelque chose, vous avez besoin de savoir que vous allez avoir une maison, que vous allez avoir une stabilité, que vous allez pouvoir fonder une famille. Et donc, les gens, on sait qu'ils ont besoin de 3 minimums. Un minimum d'avenir, un minimum de sécurité et un minimum de stabilité. Et ça, c'est des besoins humains importants. Et c'est problématique parce qu'il faut que les gens puissent continuer à rêver l'avenir, j'ai envie de dire quelque part. Il y a un problème de transformation des valeurs. Nous, on a documenté des gens qui changent radicalement de vie. Et ces changements de vie peuvent être assez spectaculaires. En fait, il y a un processus de noétique et de métanoïa qui est intéressant. Et c'est ce que je documente avec mes deux co-auteurs. Et c'est pour ça qu'on a monté un observatoire national qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse. Et on va lancer une grande enquête nationale sur 1000 questionnaires partout en France. Et chaque année, on va faire un baromètre en fait de la façon dont ces problèmes sont perçus en France pour essayer de documenter le sujet. Et il y a des gens qui disent mais non, la technique va nous sauver. Ça, c'est l'imaginaire de Bosserup, de la pression créatrice. Et d'autres s'investissent plus dans la politique et des changements de société. Et donc dans de l'engagement politique. Je vous rappelle les 3 hypothèses. Durabilisme avec une faible probabilité. Décroissance, est-ce qu'on va la vouloir ou on va la subir? Est-ce que ça va être un effondrement? Est-ce que ça va être le chaos? On a des choix politiques à faire. En fait, alors là où ça devient problématique, c'est vraiment comment les gens s'en emparent. On documente des gens qui imaginent Mad Max ou Walking Dead. La cata. On en a d'autres qui pensent qu'on va avoir droit à une techno-salvation grâce au transhumanisme, grâce à de nouvelles techniques. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai mis l'image du doigt de Dieu là, de la chapelle Sixtine avec le robot parce qu'ils imaginent, c'est assez rigolo, on va trouver une solution. Ouais, je veux dire, c'est comme si vous dites, par exemple, aujourd'hui on parle du laser pour l'uranium, etc. On n'aura pas de solution avant 20 ans. On sait qu'il faut l'industrialiser, etc. Et puis il faut faire toujours attention parce qu'entre une bonne idée sur le papier et son industrialisation, il y a parfois un écart. Il y a des effets pervers qu'on n'avait pas vus. Et d'autres, le dernier imaginaire, c'est des gens imaginent qu'on peut avoir une sobriété et une transition et de l'entraide. C'est l'imaginaire de la permaculture, des écolieux, etc. Ça, c'est un travail qui a été fait par Vidal, qui est intéressant et qui montre vraiment les différents profils. On a des imaginaires très différents. Par exemple, les autonomes zadistes ou les collapsologues, ils sont vraiment dans l'autonomie, dans le retour à la nature, dans le fonctionnement en réseau, dans le vivre ensemble. À l'autre extrême, vous prenez l'extrême droite ou les survivalistes un peu hard américains, ou les doomers. Alors, les doomers, c'est les catastrophistes catastrophiques, ça va être l'apocalypse zombie. Eux, ils sont dans la possession d'armes, le retour à la nature, le fonctionnement en micro-société par réseau autoritaire. Et donc, vous avez des imaginaires radicalement différents et c'est absolument normal parce que ça correspond à tout l'échiquier politique. Il y a un jeune auteur qui est très intéressant. On fait une conférence, tous les spécialistes français, en fait, on se réunit le 20 novembre à Lille. Et Luc Semal a écrit un livre qui s'appelle Face à l'effondrement et il milite et il documente en fait l'évolution. Les écologistes dans les années 60, ils avaient peur de la guerre nucléaire, ça a reflué dans les... Après, il y a eu le rapport Midos, ça a reflué un peu dans les années 80, 90, 2000. Et aujourd'hui, ça revient en force et très très fort. La preuve, vous êtes là.
alors que je suis pour la plupart un parfait inconnu, que je n'ai pas écrit de livre, ce qui prouve bien qu'il y a eu une réflexion et une attente sur le sujet. Et pour moi, les questions qu'il va falloir résoudre, et c'est pour ça que j'ai presque fini, j'espère, c'est que ça nécessite une refondation du politique. Si vous croyez à l'homme bon à la suite de Rousseau, vous aurez tendance à privilégier sa liberté. Si vous croyez comme Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme, vous voudrez restreindre les libertés, vous voudrez aller vers des régimes autoritaires. Si vous pensez que les pays vont avoir des jeux non coopératifs, que les intérêts sont rivaux, vous allez vouloir fermer les frontières. Ça, c'est un schéma de travaux de Tribala sur l'immigration en France qui ressort sans arrêt parce que les gens ont peur de l'immigration, de la rencontre de l'autre. Ça remet en cause tout le modèle économique. L'imaginaire de l'économie, c'est le schéma en haut à gauche. C'est la courbe de Kuznets, elle est très connue. C'est en gros, on va se développer, on va laisser faire les inégalités, mais vous allez voir qu'on sera très développé, les inégalités vont disparaître. Ça, c'est l'imaginaire du capitalisme et de la société néolibérale et qui justifie les inégalités. Au passage, il y a un très bon livre de Piketty qui est sorti la semaine dernière sur le capitalisme et les inégalités. Il explique justement que notre imaginaire sur l'acceptation de l'inégalité est très idéologique. La réalité de la courbe de Kuznets, elle est juste en dessous. C'est pas du tout ça. C'est que les inégalités se creusent en période récente. Et le deuxième graphique sur la droite, c'est un graphique de Milanovic, qui est aussi un spécialiste mondial des inégalités, et qui, alors ça c'est la répartition mondiale, le plus à gauche c'est les plus pauvres de la planète, alors on va faire l'abscisse, c'est-à-dire en bas, sur la gauche c'est les plus pauvres de la planète, sur la droite c'est les plus riches. Et la courbe, c'est-à-dire en ordonnée, c'est comment ils se sont enrichis dans les 20 dernières années. En gros, la mondialisation, elle n'a pas profité du tout aux pays les plus pauvres. Elle a beaucoup profité à la classe moyenne et aux pays en voie de développement. Ils trouvent ça génial, la mondialisation. Ça leur a permis d'améliorer grandement leur situation. Elle n'a pas du tout profité aux pays occidentaux. C'est-à-dire les classes populaires des pays riches sont dans le creux de la trompe, de la courbe de Milanovic. Et par contre, elle a aussi beaucoup profité aux très riches de la planète. Et donc, eux aussi, ils ont tendance à trouver que la mondialisation et le libéralisme, c'est ma foi génial parce que ça leur a permis de s'enrichir. Alors ça, c'est pour tordre le cou. Ça, c'est les émissions de CO2. Je vous explique le graphique en toupie. Les 10% les plus riches de la planète génèrent 50% de la pollution. Les 50% les plus pauvres de la planète génèrent 10% de la pollution. Même s'ils étaient 2 fois plus... Allez, on imagine, ils ont une taux de natalité monumentale, ils doublent, on n'est qu'à 15% de pollution. Ce n'est pas un problème démographique, c'est un problème de façon dont on vit. En gros, ce qu'on dit, on a signé avec mes co-auteurs une tribune dans Le Monde cet été, et ce qu'on explique, c'est que si on vivait tous comme au Bhoutan, qui a inventé le bonheur intérieur brut, on pourrait être entre 12 et 14 milliards sur la planète. Si on veut vivre comme des Occidentaux, on ne peut pas être plus de 2 milliards. Donc ce n'est pas un problème de démographie, bien sûr que la démographie joue, mais c'est surtout un problème de mode de vie. Et ces questions sont très politiques parce que je vous dis, on risque de subir de la décroissance, on risque de subir des problèmes de ressources. Je vous ai expliqué qu'on aurait moins de pétrole si on a moins de pétrole parce qu'on veut sauver la planète pour le CO2 ou parce qu'il y en a moins dans les ressources, ça veut dire qu'on aura moins de richesses. En France, on fait quoi des 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des 9 millions de pauvres en France. On leur explique qu'il faut moins consommer, qui polluent. De toute façon, dites-vous une chose, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes écolo. En fait, la pollution est corrélée à la richesse. Le problème, c'est qu'on a besoin de la richesse pour financer la solidarité. On crée de la richesse, on a un système d'imposition de fiscalité, et c'est à partir de cette fiscalité qu'on va pouvoir financer les hôpitaux, les écoles, la santé, les services publics.
Parce que c'est une part de la prélèvement de la richesse produite. Et donc si on a moins de richesse, on a moins d'hôpitaux, on a moins de santé, on a moins d'écoles, c'est ça. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on accepte de polluer pour produire. Moi, utiliser de l'énergie pour sauver une vie, faire de la santé, ça ne me pose pas de problème. Utiliser de l'énergie pour YouTube, Netflix ou pour que des gens regardent des films porno par exemple sur internet, c'est un quart du trafic mondial de la bande passante quand même, le porno. C'est peut-être un peu moins indispensable. Et ça pose la question en fait des priorités. Si je veux le dernier iPhone à la mode, c'est de l'énergie, c'est de la pollution. Si je crée du lien social avec mes amis parce que j'ai fait un bon repas, parce que j'ai discuté avec eux et que j'ai fait du lien social, c'est du lien social, c'est de la qualité de vie. Et donc, de l'énergie utilisée dans un secteur ou dans un autre en fonction de son utilité sociale, c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, alors dans mon labo, il y a des gens qui travaillent là-dessus en utilisant l'exemple des cartes de rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale ou dans des zones de conflit. Et quand on crée des cartes de rationnement, on est bien obligé de se poser la question de ce qui est nécessaire, superflu, ce qui est fondamental ou pas. Ce qu'on ne fait plus dans nos sociétés parce qu'on est dans des sociétés d'abondance. Et dans une société, les éléments cruciaux, c'est l'alimentation, c'est la santé et c'est aussi la sécurité. On l'oublie parfois. L'alimentation, alors Albi a fait un battage monumental sur son autonomie alimentaire. La réalité, c'est que l'autonomie alimentaire calculée par le cabinet Utopie qui a fait ça partout en France, en 2017, Albi a un super taux d'autonomie de 1,57%. Voilà, la réalité. Mais on ne va pas se moquer parce que la meilleure en France, c'est Avignon, c'est 8%. Donc vous voyez, c'est pas non plus le Pérou. Et la sécurité, c'est aussi comment on maintient ces éléments pour assurer la maîtrise des événements. Si les gens manquent de nourriture, ils risquent de s'énerver un peu. Après, il y a aussi un problème, c'est que ça ne dispense pas de penser le temps long. C'est-à-dire que souvent, les gens qui s'intéressent à ces questions ont tendance à se renfermer sur le présent, et c'est une erreur fondamentale. On n'isolera pas tous les logements en 6 mois. Comment on prévoit des plans à long terme pour économiser de l'énergie, pour faire en sorte qu'on ait des bâtiments plus intelligents? Grosso modo, on renouvelle 1% du parc tous les ans. Parce qu'une maison, ça dure 100 ans. Donc, on ne va pas transformer l'agriculture en 6 mois. Comment on aide les agriculteurs qui sont piégés dans un système économique pour qu'ils arrivent à aller vers des modèles plus résilients? Et on ne les juge pas. Moi, jeudi et vendredi prochain, je suis avec un groupe d'agriculteurs du sud du département qui ont conscience de ces problèmes et qui essaient de s'engager. Ils ont beau être dans un système traditionnel, il faut bien les aider. Et il va falloir se poser la question du revenu agricole, de qu'est-ce qu'on accepte d'acheter et pourquoi on l'achète. Si on continue à acheter dans des supermarchés, il ne faut pas se plaindre de la merde, il ne faut pas se plaindre qu'ils produisent de la merde. Comment on aide les agriculteurs à avoir un chemin de résilience avec un revenu digne, sachant qu'ils travaillent 70 heures par semaine? On ne transformera pas l'activité productive en 6 mois. Comment on fait pour penser le temps long et pour penser les activités nécessaires? Comment on fait pour penser une économie qui donne une place et du travail à tout le monde? Les gens qui veulent détruire le capitalisme ne se rendent pas compte que si on détruit le capitalisme, et ça va être l'objet du débat, on n'a plus de moyens d'entretenir les centrales nucléaires, on n'a plus de moyens de financer la solidarité aussi, la sécurité. Donc est-ce qu'il faut détruire le capitalisme pour sauver la planète? J'en sais rien. Mais c'est le débat. Moi, je n'ai pas à réfléchir à la place des gens. Il faut poser les questions sur la table. Et là, vraiment, la question, c'est comment on maintient le temps long. Est-ce que le Green New Deal, le capitalisme vert avec les éoliennes, etc., est crédible? Quand on parle de changement de mode de vie, c'est quoi un changement de mode de vie? Qui décide? Aujourd'hui, moi j'ai une inquiétude, c'est sur le maintien des libertés individuelles.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement sûrs d'avoir raison, qui veulent vous interdire de manger de la viande, qui veulent vous interdire de prendre de l'avion, etc. Est-ce qu'on est passé par la délibération démocratique? Qui a choisi? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle est la règle de délibération démocratique? Finalement, comment on pense à la complexité du monde? Dans ces cas-là, il ne faut pas désigner des boucs émissaires. Il faut essayer de voir comment on peut s'en sortir. Et surtout, parce que c'est une situation inconnue à cette échelle, c'est comment on trouve des solutions. Alors, dans le premier article d'Yggdrasil, j'avais travaillé à partir de Weck, qui est un chercheur, qui a inventé la création de sens, en anglais le sense making, et qui nous dit il y a 4 critères fondamentaux pour arriver à s'en sortir. Le premier, c'est cultiver la sagesse, la réflexion philosophique. Le deuxième, c'est développer le respect, une forme d'éthique, une forme de relation ou de cohésion. Le troisième, c'est modéliser des scénarios. Je travaille, alors je ne peux pas les citer pour des questions de confidentialité, mais je travaille avec des organismes d'État qui inventent des scénarios catastrophes. Mon jeu à moi, c'est d'inventer des scénarios catastrophes, de tirer le fil des conséquences et de voir ce qu'il faut essayer de privilégier ou pas. Et on invente des rôles virtuels, c'est des jeux de rôle en fait, on est des grands enfants, on invente des jeux de rôle. Et surtout, accepter qu'il va falloir bricoler, improviser, et qu'on a besoin de tous ces gens qui sont dans les écolieux, qui testent les low-tech, etc., parce que c'est des défricheurs. Il y en a qui ne seront pas robustes, il y en a qui vont se planter, y compris en permaculture, mais ils nous rendent service, parce qu'ils inventent des possibilités d'avenir, et il faut leur laisser des espaces de liberté. Les théories de l'effondrement, pour moi, posent d'abord des questions politiques. Parce que ça pose la question de, quel que soit l'effondrement ou pas, qu'il soit lent ou rapide, dans quelle société voulons-nous vivre? Comment on fait société? Comment on fait une cohésion de société? Et quel est le niveau? Parce que de toute façon, si on produit, on pollue. On a besoin, on a un impact sur la nature pour produire de la nourriture. Avec tous les problèmes de climat, de pollution, d'inégalité de ressources, quelle est la part de pollution acceptable? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Je vous remercie. Jean-François, tu viens, s'il te plaît. Jean-François, tu viens avec moi à la tribune, s'il te plaît. Alors, j'invite à la tribune Jean-François, je vous explique pourquoi, parce que Jean-François est un ami économiste. On est ensemble à Vivalbi, on bosse ensemble, et il a 2 particularités, Jean-François. C'est qu'il est spécialiste des inégalités de la politique, et il a une deuxième particularité, ça se voit un tout petit peu. Il a vécu en Afrique, et il est capable de regarder un regard dans des pays où on n'a pas le confort matériel que nous pouvons avoir en Europe. Donc on va répondre tous les 2 aux questions, ça sera plus sympa. Bien. On prend... Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Une question, 2 questions, 3 questions? Comme vous voulez, une question, 2 questions, ça m'est égal. Alors, 2 questions, on essaie de faire court, on fait du ping-pong, et n'hésitez pas à réagir. Alors, là, vous avez compris que moi, je peux poser un décor, mais après, c'est la démocratie qui doit parler, il faut s'exprimer et échanger des points de vue, parce que sinon, on ne s'en sort pas. OK? Alors, on va voir la première. La première, c'est toujours la plus difficile. Allez-y. Je vous écoute. Bonsoir Jean-François. Ouais. À un moment donné, vous parliez des modèles prospectifs, il y en avait 4, il me semblait. Ouais. Est-ce que, en ce moment, ou est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des centres, des centres d'observation qui observent les nouveaux paramètres et qui pourraient, affiner les probabilités pour savoir si on tend vers l'une ou l'autre, enfin l'un ou l'autre de modèles? Alors, aujourd'hui, il y a 2 modèles. Le modèle Andy, il est purement mathématique. Il ne tient pas compte de la réalité, c'est des simulations mathématiques. On fait varier les inégalités, on fait varier les prélèvements de ressources. On sait aujourd'hui, parce que ça c'est documenté, qu'il faut réduire les inégalités. Et je le dis parce qu'au passage, ça c'est une erreur qu'on fait souvent, réduire les inégalités ne veut pas dire prôner l'égalité. En logique formelle, le contraire des inégalités, c'est la non-inégalité. C'est-à-dire, j'ai une diapo juste après,
Je ne l'ai pas présenté parce qu'il y en avait trop, je vais vous expliquer rapidement. Ça, c'est un petit modèle mathématique que je fais avec mes étudiants. Je leur montre, à partir de GeoGebra, je leur montre l'évolution de l'économie. Là, on a une rentabilité du capital qui est inférieure à la croissance. Donc on peut avoir une évolution harmonieuse de la croissance, de la part du travail et de la part du capital. Dans le deuxième, donc vous voyez, j'ai des curseurs, j'ai fait varier les paramètres. Et là, dans la deuxième partie du modèle, j'ai fait tourner le modèle avec une rentabilité du capital qui est supérieure à la croissance. Et là, j'ai une concentration des richesses qui est importante. Donc le capital explose et le travail et les pauvres disparaissent. Donc ça, c'est les modèles mathématiques. Après, sur les modèles physiques avec des données sur la nature, aujourd'hui, on ne peut rien dire. On peut pas, on sait juste qu'il va falloir décroître, on ne sait pas exactement à quel rythme, mais on a tendance, il y a un philosophe qui s'appelle Dupuy, qui a écrit un livre qui s'appelle « Penser pour un catastrophisme éclairé », et Dupuy, il dit quelque chose que je trouve assez raisonnable, il dit « Penser les catastrophes permet parfois de les éviter ». Si vous savez qu'il y a une rivière qui risque de déborder, vous pouvez construire une digue. Si vous connaissez les probabilités, vous allez construire une digue suffisamment haute. Et si vous êtes très très raisonnable, vous allez même voter une interdiction de construction dans la zone inondable. En fait, on travaille, l'idée de réduire notre empreinte carbone, c'est l'option la plus raisonnable. C'est comme quand on prend une assurance pour le futur. Vous ne souhaitez pas avoir un incendie dans votre maison, pourtant vous êtes assuré. Vous ne souhaitez pas avoir... Et en fait, réduire notre empreinte carbone, changer un peu de trajectoire, je n'ai pas dit qu'il fallait tout arrêter, parce que sinon on ne peut plus produire de services publics. C'est finalement le scénario le plus raisonnable. Mais on n'a pas de modèle suffisamment précis, on ne peut pas vous répondre. Les gens qui, comme Cochet, qui vous disent 2030 ou 2025, c'est leur interprétation, mais il n'y a pas de modèle qui permet de le dire. En fait, ces 4 modèles peuvent être résumés en 2 grands modèles économiques. Dans ces 2 modèles-là, vous avez un modèle qui va essayer d'utiliser ce qu'on appelle la notion de substitution des capitaux. Simplement, dans le modèle libéral, on dit ceci, pour que l'économie puisse croître, on a non plus 2 facteurs de production, mais on a 4 types de capitaux, capital physique, naturel, humain, institutionnel, etc. C'est ce stock de capital qui doit rester stable dans le temps et donc ça va garantir ce qu'on appelle le développement durable. Et à l'intérieur de ce stock-là, on peut détruire une partie de l'un des capitaux. La condition essentielle, c'est le fait que ce stock de capital reste constant dans le temps. Donc ce modèle-là admet la destruction partielle de l'environnement et cette destruction-là doit être compensée par le développement technique, en gros, très très simplement. Ça veut dire ici qu'il y a une croyance dans le progrès technique. On sait ce qu'il en est de la croyance dans le progrès technique depuis le positivisme au XIXe siècle, les débats qui ont lieu tout autour, et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, le débat autour du développement de la technique, des nouvelles technologies, et puis la hantise des transhumanistes qui posent d'énormes questions par rapport au développement de la technique. Et puis vous avez un autre modèle qui dit, mais nous ne pouvons pas nous permettre de détruire la nature, il ne peut pas y avoir substitution de capitaux à l'intérieur du stock de capital, auquel cas il y a plutôt complémentarité. Mais dans ce cas, il faut changer de modèle économique et donc poser la question de en tout cas de la persistance de l'économie libérale, du capitalisme, se poser la question d'une nouvelle organisation économique. Et dans ce cas-là, effectivement, on va se poser la question soit du maintien d'une économie de marché avec des hypothèses différentes, c'est-à-dire on va se poser la question de la répartition de la richesse à l'intérieur des nations et entre les nations. Et donc là, ce sont des modèles différents qu'il faut proposer. Ça devient extrêmement complexe. Il n'en reste pas moins vrai que le modèle qui est le plus solide actuellement reste le fameux rapport Meadows qui a été publié en 1972. Mais je rappellerai simplement que cette question
de l'arrêt brutal, en fait, a été posée déjà à la fin du XVIIIe siècle par l'un des pères de l'économie classique, c'est Malthus. C'est Malthus qui a posé le premier la question de la divergence de la croissance de la population par rapport à la croissance économique, et lui proposait d'ailleurs des solutions radicales, c'est-à-dire, ou bien, d'abord il disait que les pauvres ne doivent pas avoir d'enfants, ensuite, si on ne prenait pas de solution radicale, ce serait la guerre qui résoudrait le problème, ou alors ce sont les famines. Donc la question en fait de ce rapport entre croissance économique, croissance démographique et équilibre de l'environnement, on a ce problème-là depuis que la croissance économique a été constatée ici en Occident. Une autre question? Je vous écoute. Bonsoir. Donc dans votre présentation qui résume synthétiquement les différentes théories... Oui, je ne peux pas aller plus loin. Oui, bien sûr. Il y a un point que je ne retrouve pas et qui est présent dans l'analyse de Pablo Servigne, c'est celui d'une cause de l'effondrement qui est en fait l'inertie politique. Le fait qu'il y a cette forme d'idée chez Pablo Servigne que, par définition, on pourrait éviter l'effondrement, mais qui ne pourra pas être évité parce qu'il y a une inertie politique forte. Alors, Il y a ce point-là, mais ce n'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'était, pour y avoir réfléchi un petit peu, il y a un point qui n'est jamais évoqué dans les théories de l'effondrement, qui est la structure de l'investissement privé. C'est-à-dire, par définition, on a une structure de l'investissement privé qui est colossale, parce qu'on a une dette publique, une dette privée qui est énorme à l'échelle planétaire. On a cette structure des investissements privés qui est colossale. Or, cette structure des investissements privés, elle est totalement corrélée à un système thermodynamique, économique qui est fondé sur le pétrole. Or, on est obligé de toucher à ces structures d'investissement privé pour pouvoir éventuellement éviter l'effondrement. Or, la plupart des systèmes politiques sont conçus pour, de fait, protéger la propriété privée et donc éviter l'effondrement de cette structure d'investissement privé. Donc, il y a un effet cliquet, là, blocage, qui de fait fait que l'inertie politique, elle semble un petit peu inévitable. Alors, pour avoir assez régulièrement la conversation, alors je vous l'annonce parce que il faut voir d'où viennent les collapsologues. Raphaël, Pablo, Gauthier aussi, Chapelle, où la plupart des gens sont des gens qui sont issus des sciences biologiques. Biologie, physique, etc. Et donc, ils n'ont pas de culture économique. Donc, inéluctablement, ils n'ont pas beaucoup documenté encore ces questions. Pablo parle effectivement de verrous sociotechniques, en fait. Il désigne de manière un peu elliptique les inerties des élites politiques. C'est déjà documenté dans le modèle Andy, qui est un peu antérieur à ce qu'il a fait. C'est compliqué parce que là, du coup, et alors je vous annonce, c'est pour ça qu'on a fait cette... Là, ce soir, je fais une conférence où je dis c'est un problème politique. Il a un livre en préparation. On pense faire un livre collectif, justement, parce que c'est une question politique. Pour ce qui est de la propriété privée, le problème, c'est que jusqu'à présent, les économistes qui se sont penchés sur la question sont des économistes qui étaient... L'économie est dominée par l'orthodoxie, par la propriété, etc. Aujourd'hui, le bouquin de Piketty sur la propriété va rendre un service incommensurable à la réflexion sur ces questions-là, parce qu'on va pouvoir documenter et réfléchir à d'autres modes de propriété. Mais on peut pas reprocher aux collapsologues de tout traiter. À la base, c'est des biologistes, je comprends votre question. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on la pose comme ça de manière ouverte, c'est aux chercheurs des sciences économiques et sociales, c'est à la population, c'est aussi aux militants politiques de se poser la question et de faire des propositions politiques. Parce que si vous ne faites pas de propositions, les gens ont peur. Il y a une forme d'angoisse, ou en tout cas une réflexion sur ces questions. Si vous ne faites pas de réflexion politique, des gens qui peuvent avoir des intentions plus malsaines et plus méphitiques que les vôtres, typiquement des courants un peu survivalistes ou d'extrême droite, etc., vont donner des réponses. Probablement pas les bonnes. Et donc, en fait, la question, ça va être de travailler sur des réponses politiques à des problèmes identifiés. Le problème de la propriété, le problème de la dette privée, ce qu'est réellement l'argent,
Il y a des travaux là-dessus où on peut s'appuyer sur Graeber, on peut s'appuyer sur un certain nombre de choses. Mais c'est des questions qui dépassent la collapso. La collapso, en fait, elle montre juste que l'imaginaire économique dominant nous conduit vers une situation non optimale. On va dire ça comme ça. À partir de là, il faut reprendre l'économie, la politique, les Sciences Po et travailler. Tu as quelque chose à rajouter ? Je dirais simplement que tel qu'on nous présente l'économie actuellement, en tout cas dans son fonctionnement, puisque depuis la chute du mur de Berlin, vous savez tous qu'il y a un historien qui avait proclamé la fin de l'histoire. Il voulait dire par là que la domination du libéralisme était désormais sans partage et qu'il n'y aurait plus jamais de remise en cause. Or, d'abord et avant tout, l'économie, comme dirait Amartya Sen, est une science morale. Donc ça veut dire que l'économie ne peut pas être pensée, ne peut pas être conçue sans une idéologie, donc sans un projet politique derrière. Ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on oublie de nous présenter, parce que quand on présente l'économie sous de belles formules mathématiques, ça fait très très sérieux. Mais tout le monde sait par exemple qu'il y a eu des économistes qui ont eu le prix Nobel d'économie et qui se sont largement plantés dans leurs calculs mathématiques et ils ont fait fondre un fonds. Ils ont fait perdre 50 milliards de dollars à ce fonds-là. Donc, il faut prendre vraiment avec des pincettes tous les grands modèles mathématiques qu'on nous présente. C'est d'abord, comme disait Loïc tout à l'heure, un projet de société et l'économie vient ici comme outil pour organiser ce qu'il en est de la production et puis organiser ce qu'il en est de la répartition de la richesse au sein des sociétés. Jusque-là, actuellement, on est en train de nous dire l'économie, il n'y a qu'une voie possible. Ce n'est pas vrai. Il y a des tas de courants de pensée en économie qu'on appelle les courants hétérodoxes, mais ces courants-là ne sont jamais présentés ni enseignés dans les grandes institutions, tout simplement parce que cela remet en cause ce qu'il en est même de certains fondements de l'économie libérale tels que nous les connaissons aujourd'hui. Là, on a bien remis en cause l'économie libérale, quand même, je pense. Oui, une question. Merci pour votre présentation. Juste une question sur c'est peut-être de la continuité de ce qui vient d'être dit, sur votre transparent numéro 16, si vous pouvez. Le 16. C'est lequel? Je les ai pas Désolé, je ne les ai pas numérotés. Ah, c'est celui-là. Celui-là. Oui, ce que je vois en entrée, c'est un écart entre le dépassement et en fait un point courant qui est on est là. Ouais. Et cet écart, il ne cesse de croître. Oui. Je ne pensais pas que. Et de l'autre côté, il y a des scénarios qui sont un peu présentés comme des menus presque équiprobables. Je ne suis pas certain. Non, ils ne sont pas équiprobables. Au fur et à mesure que j'appellerais ça la surfusion, l'écart, l'équilibre, comme vous voulez, il augmente. C'est-à-dire que plus cet écart va être augmenté, plus la possibilité de chaos va être grande. Et en fait, pour avoir le durabilisme, il aurait fallu travailler au plus près en fait, du point de dépassement, c'est-à-dire avec le faible fluctuation. Disons que pour moi, ce n'est pas équiprouvable dès lors qu'on part de plus en plus hors de la trajectoire. Alors, ce n'est pas du tout équiprobable, en fait, effectivement. Plus on dure dans le dépassement, plus la probabilité du chaos est importante. Si je devais donner des probabilités, c'est des ordres de grandeur parce qu'on ne peut pas le calculer. Je vous ai dit, ce n'est pas mesurable. Le durabilisme a une probabilité d'advenir de 5 à 10% maximum. Pour fixer les idées. C'est juste pour fixer les idées. La décroissance, aujourd'hui, est le scénario tendanciel à 50-60%. 50%, et donc il reste 40% de probabilité. Donc si on met 10% pour le durabilisme avec une faible probabilité, 50% pour la décroissance voulue ou subie, ça veut dire qu'il reste 40% de probabilité d'effondrement ou de chaos. C'est ça à peu près les ordres de grandeur. Mais c'est vraiment pour fixer les esprits, on ne peut pas mathématiquement, mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que est-ce que vous monteriez dans un avion qui a une chance qui a 40% de chance de s'effondrer? Voilà, c'est ça la question. De se cracher. De se cracher. Oui, je vous écoute. Moi, à travers tout vos chemins,
J'ai reconnu la théorie des systèmes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la théorie des systèmes? C'est que, ça y a bien longtemps, il y a une courbe ascendante, il y a un plateau, et puis une courbe descendante. Bon, on s'aperçoit que les changements de civilisation sont liés à une succession, on va dire, de systèmes. Deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est l'ADN humain. Et dans cet ADN humain, il y a deux gènes essentiels qui sont partagés. C'est le pouvoir, le besoin de pouvoir et le besoin d'argent. Alors, là, je rejoins un peu la théorie des besoins de Maslow. Alors, avec ces deux considérations-là, je me demande vraiment si l'homme est apte à aller vers une durabilité ou plutôt vers le chaos. Quelle est votre position là-dessus? Je pense que c'est les imaginaires qui vont être déterminants. Ce soir, j'ai essayé de vous montrer qu'on avait une marge de manœuvre et un espoir. Je suis pas... Le simple fait de se lever le matin, ça prouve que vous avez une espérance, on est d'accord. Sinon... ou une inconscience, au choix. Mais alors après, moi, la naturalisation de l'ADN ou le darwinisme à la hache, je me méfie parce qu'il y a un certain nombre de conférenciers sur le sujet qui arrivent et qui, tranquillement, vont vous dire, vous savez, c'est Darwin, soit on s'adapte, soit on meurt, ou la nature, elle est violente, arbitraire, totalitaire. Essayez d'imaginer le type d'imaginaire que ça peut développer dans les gens qui reçoivent ce genre d'informations. On sait par exemple, Ostrom l'a montré, quand on a une ressource renouvelable qu'il faut gérer en commun pour ne pas la gaspiller, Elinor Ostrom a eu le prix Nobel d'économie, a montré que les hommes étaient capables d'être raisonnables, d'organiser des arènes de gouvernance. Alors, la difficulté d'Ostrom, c'est que c'est limité sur des petites structures, dans des petits lieux. Mais par contre, sa réflexion est intéressante parce qu'elle montre qu'il y a 14 points essentiels. Elle documente, 14 cas, et elle montre qu'il y a 8 éléments essentiels, c'est-à-dire arène de délibération, système de sanctions, coopération, droit de puisage, explication du droit de puisage, etc. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'elle montre que finalement, la coopération peut être une façon de résoudre les problèmes. Mais ça reste compliqué, bien entendu. C'est pas des sujets faciles, puisqu'on vous l'avez dit, c'est des systèmes complexes, on est en systémique. Tu veux rajouter quelque chose en économie sur la systémique ? La théorie des systèmes a été appliquée à l'économie financière. C'est tout ce qui concerne le courant de la régulation qui considère qu'en fait, si on fait de l'analyse systémique, il y a des interactions entre les différents éléments qui composent une économie. Si on prend la crise de 2007-2008, par exemple, qui finalement a touché le domaine économique, social, etc., le courant régulationniste considère qu'en fait c'était une crise systémique parce que, ayant démarré dans le domaine financier et bancaire, finalement cette crise s'est étendue à toute la société du fait de l'interconnexion des différents éléments qui composent la société. Et donc on a ici l'application de la théorie des systèmes, et on peut voir ici dans l'analyse de la crise de 2007-2008 et ce qui s'en est suivi, la complexité des problèmes qui se posent quant à ce qu'il en est des projections par rapport à l'avenir, parce que les modèles que Loïc a présentés ici restent malgré tout des tentatives qui ont été conçues et qui se conçoivent sur des hypothèses de prise de conscience politique encore. On n'a pas encore suffisamment, je dirais, de recul d'une part, et actuellement il y a quelques économistes, notamment dont la française Duflo, Estelle Duflo, qui a mené des expériences dans des petites communautés pour montrer comment on peut changer de modèle économique. Après, il faudra changer d'échelle. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la neutralité
neutralité carbone, en particulier, en dehors du fait que l'humain, surtout, après quel effort de réduction de CO2 on compte faire la neutralité carbone? J'ai entendu dire 8 fois. Combien? 8 fois. 8 fois? 4 fois, 8 fois. Alors, carbone 4, le nombre de carbone 4 de Jancovici est lié au facteur 4. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait diviser par 4 notre émission de CO2, mais même si on arrête maintenant, de toute façon, il faut savoir que le CO2 il reste 100 ans dans l'atmosphère. Donc voilà, au bout de 50 ans, il en reste la moitié. Donc du coup, concrètement, mais il y a aussi le méthane. Le méthane aussi, bon, lui il est plus sympa, il reste que 50 ans. Mais il y a aussi les problèmes de protoxyde d'azote, puis il n'est pas cool, mais c'est des dégradations naturelles. Il n'est pas cool parce qu'en plus, quand on considère que le pouvoir de réchauffement global du CO2 c'est 1, le méthane c'est 25 et l'azote c'est 300. Et lui aussi il n'est pas cool, il reste 120 ans dans l'atmosphère. Donc en fait, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on a déjà un réchauffement acté de 2 degrés. Il y a des inerties. La neutralité carbone, facteur 4 à 8, ouais, effectivement, c'est-à-dire diviser par 4 à 8 nos émissions, en sachant que là, ça pose un problème qui risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est la position de Jancovici et d'un certain nombre de gens. Le débat est ouvert. Vous avez en ordonnée, en haut, donc, la production de kilowattheure et l'énergie électrique produite et les CO2, pardon, en bas l'énergie électrique produite et en haut le CO2 généré. La France est tout en bas, elle produit vachement d'électricité, elle n'a pas beaucoup de CO2 parce qu'elle a fait un choix qui est discutable, qui est celui du nucléaire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Après, il faut documenter les problèmes. Est-ce qu'on va arriver à stocker les déchets? Est-ce qu'on va arriver à avoir de l'uranium? Mais il faut avoir... C'est des situations complexes où il faut arriver à avoir des débats apaisés. Si c'était pour, contre, ça serait super facile et on rentrerait à la maison mais on ne se déchirerait pas. Toute production a une part maudite au sens de bataille. C'est-à-dire qu'on ne fait rien sans impacter la planète. Et il faut mesurer les risques de chaque système. Il y a des systèmes qui sont un peu plus présents, un peu plus vertueux. Grosso modo, le système qu'il faut étudier, c'est Negawatt, en fait, qui a fait un gros travail sur la réduction d'utilisation de l'énergie. Avec Vivaldi, parce qu'on est ensemble, on avait fait une réunion sur le PCAET, le plan climat, air, énergie, territoire, sur Albi. On avait fait venir un spécialiste, Jean-Jacques Bézian, et il faut écouter des gens comme ça. Et Jean-Jacques Bézian, il disait en fait, pour avoir une discussion rationnelle et apaisée, il faut être capable de dire ensemble ce qui est rapide, pas cher et facile à faire, et ce qui est plus lent, plus compliqué et moins consensuel. Tant qu'on est dans des débats pour ou contre, etc., on ne restitue pas la complexité des décisions et pour ça il faut faire de l'éducation citoyenne. Par exemple, il y a un sondage qui est sorti qui montrait que les gens pensaient que le nucléaire produisait du CO2. Grosso modo, 60% de la population, je crois, se trompe. C'est quand même énorme. Le nucléaire a des défauts, mais pas celui-là. J'espère avoir répondu. Oui, je t'écoute, Jean. Bonjour. Bonjour, merci Bonsoir, pour cet exposé. Mais c'est quand même dommage que les économistes aient quand même du mal à se mettre au vivant, à la biologie et à la géologie. Je crois que Pablo Servigne, du coup, le dit très bien. La question qui n'est pas posée, c'est qu'est-ce qui s'effondre? Et si on regarde bien, il le dit bien, Pablo Servigne, c'est l'effondrement d'un monde et pas l'effondrement du monde. Ça, on est d'accord. Voilà. Et donc, bon, quand on regarde les choses, il y a quand même une difficulté des économistes à remettre en cause le capitalisme, le libéralisme. Et comme le disait Jean-François, les économistes qui osent le faire sont quand même largement marginalisés. Alors, mais t'en as deux à la tribune de marginalisés. Donc, ouais.
Je sais pas. Donc il y a quand même des choses qui sont complètement irrationnelles actuellement, qui sont la croissance indéfinie, vous l'avez dit, l'hyperaccumulation, les croissances exponentielles. Voilà, ça c'est impossible. Donc est-ce que la question, c'est pas tout simplement, est-ce que l'économie et les économistes actuels n'ont pas une grande difficulté à dire que ben voilà, le capitalisme, l'hyperaccumulation, c'est fini. C'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est pas quelque chose de possible. Voilà. Et est-ce qu'il ne faut pas justement changer de paradigme, poser les choses de base, à savoir, comme Geneviève Azam, penser les limites et partir des limites, que de partir de la croissance. Et bon, Edgar Morin, il a une petite touche optimiste puisqu'il dit que le pire n'est jamais certain. Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'il faut bien entendre, puisque le vivant, il s'en remettra, il a 4,5 milliards d'années devant lui. Des crises, le vivant en a vécu beaucoup, et d'ailleurs l'anthropocène est assez mal nommé, c'est nommé par des géographes qui ont tendance à dire que c'est un temps long, alors que c'est un temps très court. Donc les géologues vont pas parler de crise pour l'anthropocène et non pas de durée, et que finalement il faudrait revenir au vivant, sur les bases du vivant, sur les limites qu'il pose, et réfléchir dans l'autre sens, puisqu'actuellement on réfléchit un petit peu à l'envers. Alors, ça change un peu quand même. Tu vois, par exemple, dans mon labo, il y a un économiste qui s'appelle Julien Milanesi, qui travaille sur les services écosystémiques, c'est-à-dire il montre qu'en fait c'est la nature qui nous rend des services, qui pollinise, qui permet d'avoir énormément de richesses. Et aujourd'hui, un certain nombre d'économistes se rendent compte de la situation. En fait, on a des verrouillages techniques parce que les professeurs d'université, etc., les systèmes de nomination font que la pensée est dominante. Mais quand tu discutes en off avec les économistes, il y en a la plupart qui disent que nos modèles sont quand même pas très bons. On a conscience qu'on a dit des bêtises, quoi. Je voulais juste dire à Bruno que l'économie, de toute façon, s'intéresse au vivant. Oui. Je veux dire, c'est le fondement même de la science économique, parce que la science économique n'existe pas sur la Lune. La science économique s'occupe des êtres vivants. Le problème, ce sont les caractéristiques que l'économie va donner à ces individus, aux êtres humains. Si je pose comme hypothèse, comme l'a posé l'économie classique, si je pose comme hypothèse que l'individu est rationnel et qu'il va agir simplement en calculant les coûts et avantages d'une situation, ça me donne une certaine vision de la société. Donc, à partir de là, on va raisonner et organiser l'économie de telle sorte que ça réponde à cette vision de la société. On se rappelle que dans cette logique-là, la valeur première, c'est la liberté individuelle. Je rappelle que pour les libéraux, l'égalité n'est que valeur seconde par rapport à la liberté, puisque c'est la valeur première. Et ce qu'on appelle les institutions en économie, ce sont ces ensembles de contraintes et de règles formelles ou informelles qui viennent ici encadrer les interactions. Donc, ça veut dire que l'économie est aussi encadrée par ce qui relève du droit. Or, le droit n'est jamais rien d'autre que l'expression d'un compromis social entre les groupes sociaux à un moment donné. Et c'est tout cela qui forme l'économie. Donc, si on change de regard, si l'économie change de regard par rapport à l'être humain et ne se pose pas la question uniquement de sa rationalité, mais de ce qui forme un système social, ce qui repose sur le lien social et donc sur le groupe, on peut avoir des fondements différents. Comme exemple, on peut dire que celui qui a tenté cela, ça a été Karl Marx, qui a fait une critique radicale de ce qu'il appelait le capitalisme. Il a essayé de proposer quelque chose, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des économistes qui tentent cela. Mais comme je peux le dire, ce sont des rapports de force qui s'instaurent dans le monde des économistes, et ce rapport de force-là est largement en faveur des économistes libéraux, puisque de toute façon, quand on parle d'économistes distingués en général, ce sont des libéraux qui sont en même temps les conseillers du prince. Donc ce n'est pas neutre non plus. Alors, l'économie s'occupe du vivant, d'abord du vivant. Tout dépend de la façon dont on regarde l'individu ou les sociétés ou comment les groupes sociaux fonctionnent. Et là, les problèmes se posent différemment en économie. Oui, sauf que l'économie se basée sur l'écologie, parce que l'écologie c'est une science de la maison. En gros, l'économie c'est les lois de
C'est en train de faire, mais c'est dans les labos. C'est dans les labos, ça n'arrive pas en vulgarisation encore. Et par contre, c'est pour ça que la collapso aujourd'hui, qui est très décriée, il faut au contraire, moi je la défends, la collapsologie, parce que c'est quand même elle qui a permis, et c'est Pablo Servigne, un certain nombre d'auteurs, moi je les connais bien, on s'appelle régulièrement, en fait ils ont télescopé des imaginaires, ils ont montré que l'imaginaire économique était faux, parce qu'on vivait dans un monde physique, dans un monde biologique, et ils ont rendu un service énorme, parce que du coup dans les labos, ça turbine. Et du coup, il faut une controverse scientifique pour arriver vite à documenter des solutions et documenter des pratiques. Marie-Christine Zelen, par exemple, qui est la directrice de mon labo, de l'Axe Terra Nova, elle travaille justement sur ces questions de pratiques sociales, comment on accompagne les gens, comment on change les imaginaires. Et c'est formidable. Et elle s'aperçoit qu'il y a plein d'initiatives qui germent partout, de gens qui ont envie d'inventer autre chose, en tenant compte du vivant. Bien, il nous reste 30 minutes, je vais prendre 2 questions là, puisque on a du temps. Et puis 2 autres là-bas. Vous disiez que l'imaginaire était important, ou même primordial dans l'avenir de l'humanité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Vous montrez aussi que l'imaginaire est lié à la politique, et donc on a des imaginaires d'extrême droite ou d'extrême gauche, comme vous le précisiez. Ça, c'est les bornes. Les bornes, non mais il y en a plein, mais ça va de l'un à l'autre. Donc on peut dire qu'il y a des imaginaires toxiques, et ces imaginaires toxiques, ils sont liés à des dogmes. On en parlait aussi. Ces dogmes, ils sont liés à la politique, comme vous le disiez. Et malheureusement, actuellement, la politique, comme le disait Jean-François Senga tout à l'heure, il n'y en a plus qu'une. Il n'y a que le libéralisme, c'est tout. Comment on va pouvoir, culturellement et avec l'éducation, transformer le monde pour essayer d'éviter ces imaginaires toxiques et essayer ensemble de pouvoir faire un chemin plus humain, entre guillemets. Moi, la deuxième question, on en prend 2, allez, vas-y. Bonsoir, alors je rejoins peut-être un peu le précédent interlocuteur. Vous avez des gens qui croient à l'homéopathie, d'autres qui croient en Dieu. Moi je crois à la théorie de l'effondrement, peut-être même du chaos. Ce qui m'inquiète beaucoup, donc effectivement, c'est plutôt la transition. Quand on voit un peu la défiance du public sur les politiques ou sur les élites en général. Tout à l'heure, vous avez montré un impact sur le public. Je pense qu'il y a un gros public que vous avez oublié. C'est les gens footistes qui sont, à mon avis, majoritaires, c'est-à-dire des gens qui ne se posent même pas la question. Pour des raisons diverses et variées, peut-être sociales, éducatives, etc. Moi, c'est cette transition qui m'inquiète, en sachant donc que les élites, on a d'ailleurs chez nous depuis 30 ou 40 ans, moi je suis de l'âge de René Dumont, enfin je veux dire, je suis de l'âge où j'ai entendu parler de René Dumont, le pauvre, il doit manger des pissenlits par la racine, à l'heure actuelle, pas encore. Ça fait 40 ans donc que les politiques sont au courant de l'évolution du système, qu'il soit de droite ou de gauche, hein. Donc je mets tout le monde à peu près sur le même pied, et rien n'avance. Rien n'avance. Donc l'effondrement, on y va. Maintenant, comment va-t-on faire pour redonner effectivement du lien social, en sachant que globalement la population se trouve en dehors de ces problèmes-là. Un dernier exemple, on nous dit que les jeunes sont très intéressés par l'écologie. Dernières élections européennes, 3 jeunes sur 10 sont allés voter entre 18 et 34 ans. Sur cela, la tranche 18-24 ans a voté à 22% pour les écolos, et la tranche de 24 à 34 a voté 22% pour le Rassemblement national. Je vous remercie. C'est une question vraiment très très complexe. Effectivement, les je m'en foutistes sont très nombreux. Effectivement, le nombre de jeunes qui ne s'intéressent plus à la politique est très nombreux. Effectivement, un certain nombre, et d'ailleurs ça donne... Aujourd'hui, il y a des mouvements qui disent le développement durable ou la question écologique, finalement, a continué à dégrader la planète, en fait. C'est un échec total. L'écologie et le développement est un échec absolu. Oui, si on regarde les résultats, après il y a des phénomènes de masse critique. Oui, beaucoup de gens se désintéressent de ces questions. Ça pose la question des médias, ça pose la question de l'accès.
Mais je crois beaucoup à l'éducation par cercle concentrique. Il y a des gens qui travaillent. Si les gens s'en foutaient, par exemple sur Albi, il y a 3 collectifs citoyens quand même. Ça dit quelque chose de l'époque et de la volonté de se réemparer ça. Il y a une effervescence, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'on ne fait plus société. Il y a un bouquin, moi, qui m'inquiète énormément, c'est celui de Jérôme Fourquet, Les archipels français, où il documente le fait qu'on ne fait plus société, qu'on n'a plus de valeurs communes, et quand on ne fait plus société et qu'on ne sait plus vers où on va, ça peut être potentiellement problématique. Et effectivement, ce mythe de l'homme fort, il y a 40%, je crois, des Français qui rêvent à un homme fort. Ça interroge quand même sur les imaginaires. Mais je crois qu'en fait, on pourra inverser les imaginaires si on montre concrètement comment on fait. Il y a des gens, ils ne se posent pas la question, il y a des gens, ils travaillent à Terre de Liens, il y a des gens, ils travaillent dans plein d'organismes. Il y a des gens, ils vont en biocoop, ils vont sur du bio, ils travaillent dans des organisations, ils montrent et ils y arrivent. Et c'est peut-être si on arrive à diffuser ces pratiques et ces expériences qu'on arrivera. Après, oui, ça va être compliqué. Alors, pour vous dire qu'on est tellement optimiste qu'on a documenté les cas d'effondrement. Donc, on s'est intéressé à comment ça s'était passé à Cuba, comment ça s'était passé au Venezuela. Et il y a 2 livres que j'adore, de Rebecca Solnit, et qui sont un motif d'espoir. Elle a écrit Hope in the Dark, c'est-à-dire l'espoir dans le noir, et Build a Paradise in the Hell, construire un paradis en enfer. Et elle montre que dans des cas d'effondrement ou de problème, la solidarité est un mécanisme, c'est-à-dire qu'en gros, les gens se mobilisent quand on est vraiment dans la merde. Et donc là, on est beaucoup trop riche, on est beaucoup trop confort pour se mobiliser. Donc en fait, il va falloir dégrader la situation. Merci pour votre présentation. On a 2 questions qui rejoignent un peu ce que disait Jean-François Singal. Ouais. Vous citiez Marx, vous citiez Malthus. Aujourd'hui, ces théories économiques, en fait, le problème, c'est qu'elles étaient anthropocentrées. Ça, on est plus ou moins d'accord là-dessus. Mais la question qui était sous-jacente à ce que vous disiez, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour empêcher ce biberonnage qu'il y a de nos classes dirigeantes, justement, au malthusianisme? Parce que c'est aujourd'hui ce qui se passe, je pense. Je te laisse y aller parce que... Qui répond? Jean-François? Oui, je vais tenter. Ouais. En fait, ce sont les questions qui se posent aux économistes actuellement, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un pan de ce qui relève de la vie sur la planète qui est totalement ignoré par les travaux des économistes. Et si on intègre toute cette partie de l'activité sur la planète qui est jusque-là inconnue ou en tout cas délaissée de côté par les économistes, alors vous êtes obligé de changer radicalement ce qu'il en est de l'économie. Changer, ça veut dire simplement que le modèle même d'organisation de la production, c'est-à-dire le système industriel tel que nous le connaissons actuellement avec la standardisation de la production, etc., tout ce modèle-là doit être remis en cause, d'une part. D'autre part, qu'en est-il de ce qu'il faut se poser comme question quant à ce qu'il en est du niveau de vie, par exemple dans les pays occidentaux, étant donné que dans les pays en développement, les gens ne rêvent que d'atteindre le niveau de vie des pays occidentaux. Donc, contradiction ici entre ce qu'on veut faire pour protéger la planète et les revendications que certains trouvent légitimes dans les pays en développement pour dire vous avez atteint ce niveau de vie, pourquoi est-ce que vous voulez nous empêcher d'atteindre ce même niveau de vie? Et c'est l'un des grands problèmes qui se posent actuellement lors des grandes conférences telles que les COP, etc. C'est que les pays en développement refusent absolument de mettre 1 centime dans le financement de la protection de la nature. Ils disent, ce n'est pas nous qui avons pollué, ce n'est pas nous qui avons détruit une partie de la planète, vous qui avez détruit, vous assumez cela. Et donc, les pays occidentaux ne veulent pas payer parce que tout ce qui relevait de l'intérêt général et qui était géré par l'État
est désormais progressivement privatisé au nom de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. On privatise, etc. Donc il y a toute une partie de l'intérêt général qui se retrouve gérée par des intérêts privés, et donc on entre ici dans la logique du profit. Alors, comment faire? C'est extraordinairement complexe. Moi, je ne veux pas parler de développement pour les pays en développement, comme on dit actuellement. Moi, je dis il faudrait qu'on parle d'une évolution, ce qui laisse une possibilité, une diversité dans les possibilités d'évolution qui peuvent permettre de prendre d'autres chemins que les célèbres étapes de la croissance de Rostow. C'est-à-dire que les pays en développement n'ont pas à suivre les modèles occidentaux, mais encore faut-il qu'au niveau des hommes politiques, des élites africaines, ou d'une partie de l'Amérique du Sud, il faudrait que ces élites-là cessent de regarder le modèle occidental comme le modèle à suivre pour penser, imaginer une autre voie possible. Donc, ce n'est pas en termes de développement, pour moi, qu'il faut penser. Il faut penser en termes d'évolution, auquel cas on peut intégrer ce que Bruno appelait l'écologie, c'est-à-dire, voilà, il y a des possibilités qu'on peut suivre sans pour autant avoir 2 voitures, 3 voitures, polluer, etc. Mais c'est complexe, c'est très très complexe parce qu'il y a des intérêts. Ça évolue quand même parce que Antonio Guterres a quand même déclaré il y a 2 ans, c'était il y a 18 mois, il a dit nous avons 2 ans pour sauver la planète, sinon il sera trop tard. Pas avec Trump en tout cas. Et le problème c'est qu'il nous reste que 4 mois. Les imaginaires changent. Les imaginaires changent. Jean Covici, invité par l'OCDE sur un colloque intitulé Adverting Collapse of Managed Hits, il y a 3 ans, c'était totalement impensable. Une intégration des questions écologiques dans l'économie il y a 4 ans, c'était absolument impensable. On était, alors avec Bruno, on en faisait des conférences sur l'écologie ensemble. On était des doux rêveurs, mais un économiste un peu installé, jamais il se serait installé avec ces questions. Il y a 30 000 jeunes qui ont signé, 300 000 jeunes qui ont signé des pétitions pour être formés au climat. On est en train d'organiser des formations à ces questions climatiques un peu partout pour que les gens puissent s'en emparer. On ne peut pas aller plus vite que le nombre qu'on est. On fait tout ce qu'on peut. C'est frustrant, on aimerait que tout le monde soit au courant, puisse choisir en connaissance, mais on fait le moins mal possible. Pour compléter juste une phrase, c'est-à-dire qu'on a posé la question de l'éducation. Je pense qu'au-delà de l'éducation, c'est toute la question des cultures qu'il faut se poser. Et ça se joue au niveau de la culture parce que l'éducation découle de la culture et que c'est la culture qui façonne le système éducatif. Donc, si au niveau des cultures, il n'y a pas de changement de normes, pas de changement de valeurs, et si on reste sur les logiques que nous connaissons actuellement, quel que soit le type d'éducation qu'on donnera, on insufflera, ou en tout cas, on transmettra encore des valeurs qui ne nous permettront pas de nous sortir de cette situation. Donc, c'est au niveau culturel que ça se joue. Le système éducatif répondra si le modèle culturel a changé. Rapidement, pour emboîter le pas avec ce que vous disiez sur le lien entre la culture et l'éducation. Je travaille depuis 20 ans avec l'association MCX, donc qui regroupe le gratin des systémiciens français, donc qui est patronné par Jean-Louis Lemoyne et Edgar Morin. Et donc c'est avec eux qu'on a créé la Nouvelle Arcadie au niveau national il y a 20 ans, pour justement répondre à cette question de culture et d'éducation, et donc d'offrir et d'ouvrir des espaces de débat pour que les citoyens puissent réinvestir cet imaginaire politique dans une logique transcendante qu'est la République, dans une logique d'épanouissement, puisque les partis politiques ne le font pas depuis très longtemps, ou lorsqu'ils le font, c'est dans une logique d'intérêt personnel pour ceux qui pilotent ce genre de processus. Et effectivement, on arrive aujourd'hui à ce qui a été anticipé depuis les années 70 avec le rapport Meadows, qui a été revu et corrigé en 2012 par le Smithsonian Institute, en intégrant 40 ans de données chiffrées depuis 70, et qui prévoit non pas l'effondrement du système en 2030, mais entre 2020 et 2030. Donc on est à l'aube de l'effondrement.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années? Rien. Nous, ça fait juste 20 ans que en France, on donne la parole aux citoyens en leur proposant de choisir les thèmes pour réfléchir à ce qui pourrait être en lieu et place de l'existant qui est en train de nous tuer. Il y a un petit parallèle qu'on pourrait faire sur la question économique, et je pense qu'il y a l'un des deux à la tribune qui pourrait nous préciser. L'économie, c'est un système super, c'est un système d'échange qui a été inventé il y a 5000 ans, mais qui possédait dans sa racine génétique le principe d'exclusion à terme, destruction qu'on vit aujourd'hui. L'humanité aura une nécessité, un besoin impérieux de faire un acte, non pas d'innovation, mais d'invention, de création d'un système d'échange qui permette de faire les liens entre l'avenir et le passé, l'humanité et la nature, et la question de la matière et de la non-matière. Et comme le dit Étienne Klein très bien, il y a 2 siècles, avec la Révolution française, et les encyclopédistes, on a tiré trop bas. On a trop considéré la matière, alors qu'il y a des questions métaphysiques, la question du sens, qui sont fondamentales. Donc, je suis ravi de voir autant de monde aujourd'hui pour cette question de l'effondrement. Je suis ravi de voir aussi que tout le monde a compris que la question du politique et de ceux qui briguaient les mandats était devenue abscon tant la situation était grave. Et donc maintenant, c'est comment les citoyens, puisqu'il n'y a plus qu'eux comme source du pouvoir et de projet à terme, comment les citoyens peuvent réfléchir ensemble parce qu'ils auront envie de le faire et sans contrainte, puisque vous l'avez très bien dit au départ, la peur ou la contrainte ne peuvent pas être une bonne conseillère. On ne peut pas demander à l'autre, aux citoyens unique ou collectif, d'avoir une pensée pour l'intérêt général. C'est quelque chose qui vient de soi, c'est un désir. Donc merci pour ce partage, merci aussi pour ce constat criant qui a tout inventé, sans les politiques, dans un contexte qui est encore bien pire que ce que vous avez décrit, parce que j'ai d'autres chiffres, ceux-là sont assez sympas, parce que et puis j'attends les autres citoyens à avoir des idées. Merci. Bon, je vais être honnête, on m'a dit tu fais pas peur aux gens. Voilà. Donc, on va dire j'ai euphémisé les chiffres. Je souhaite procéder comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu un bout de discussion jusqu'à présent. Et aujourd'hui, et donc on a avancé dans cette discussion. Oui, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont... Alors ça reste des hypothèses, il y a des scénarios qui sont plutôt de ceux que vous décrivez, c'est-à-dire un effondrement imminent. Mais ça reste des scénarios, donc il faut faire attention à comment on les annonce. La question du politique et la question du citoyen est fondamentale. La question... je suis heureux que vous soyez là parce que c'est quelque chose que j'apprécie, en tout cas le travail de la Nouvelle-Arcadie. On ne peut pas être partout, mais je connais vos travaux et je connais la démarche. Il faut faire attention à ce qu'on définit par le politique. Vous voyez, l'opposition citoyen-politique est aussi une construction mentale. C'est-à-dire qu'on fait tous de la politique et on est dans un système représentatif. Si on entend par politique une élite qui a une idée de conquête de pouvoir, etc., on peut effectivement questionner le fonctionnement des partis politiques. Mais cette réflexion sur le citoyen pose aussi la question de comment il va se structurer et comment il va être capable de travailler à une réflexion. Et la base, c'est l'éducation populaire. C'est la capacité d'expliquer et de poser les enjeux. Mais il faut faire attention de ne pas opposer le politique supposément problématique aux citoyens. Parce que il faut faire attention à la façon dont on pose le débat. S'il n'y avait pas eu des politiques, la majorité française était pour la peine de mort. C'est-à-dire comment on fait évoluer les représentations, comment on fait évoluer les valeurs. Et c'est une question complète. Tu veux compléter, Jean-François? Ouais. Enfin, ça y est, désolé. Je suis désolé pour vous. Bonsoir. Donc, comme vous pouvez constater, je suis un jeune. Merci. Je ne suis pas vraiment présente ici en majorité ce soir.
J'aimerais dire au monsieur du coup qui parlait de la représentativité des jeunes à l'ONU pour les élections européennes, que en fait je pense très sincèrement qu'en fait nous n'avons pas les mêmes façons de se battre par rapport à ces choses-là. Pour la simple et bonne raison que moi par exemple jusqu'à il y a 1 heure, jusqu'à ce que je rentre ici, j'étais persuadée que le vieux s'en foutait en fait de ce genre de problématique. Quand je suis rentrée ici et que je me suis rendu compte déjà du monde qu'il y avait Vous le collez sur votre menton, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc quand je me suis rendu compte déjà de la moyenne d'âge présente dans la salle, j'étais très surprise. Parce que moi d'habitude, j'ai l'habitude de participer à des marches pour le climat, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est vrai que pendant les marches pour le climat, c'est plutôt une remarque en fait, mais pendant les marches pour le climat, j'ai plutôt l'habitude de voir des gens de mon âge, même plus jeunes. Et comme j'avais l'habitude de voir des jeunes, j'avais un peu l'impression que les gens qui ont l'âge de mes parents ou de mes grands-parents ne s'intéressaient pas trop au problème. Et là, en rentrant dans cette salle, je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai. C'est juste que finalement, on n'a pas les mêmes façons de s'intéresser au sujet, on n'a pas les mêmes façons de se battre. Et donc finalement, c'est peut-être de ne pas stigmatiser les jeunes en se disant qu'ils foutent rien, c'est pas vrai. C'est juste que comme on ne fait pas les choses de la même manière, on a peut-être tendance à juste pas se croiser dans le combat qu'on est. Voilà. Excusez-moi, quel est votre prénom? Pardon? Votre prénom, pardon? Maëlys. Eh bien, Maëlys, merci. Merci parce que vous venez de dire quelque chose de fondamental, en tout cas à mes yeux. On ne se croise plus, on ne se connaît plus. Et effectivement, il faut inventer des agoras, il faut inventer des lieux où les jeunes, les vieux, pardon, pour les cheveux blancs, les jeunes, les vieux, les riches, les un peu moins riches, les gilets jaunes, tous ces gens-là se retrouvent pour discuter, pour faire société. Ce qui nous manque, c'est de faire société autour d'objets communs. Et il faut qu'on invente des endroits de discussion. Après, on n'aura peut-être pas les mêmes modalités d'action. Et c'est très bien. Il faut qu'on soit un peu partout. Il y a des gens qui préfèrent réfléchir, comme moi. Mais après, quand il s'agit de mettre des mains à la terre, je sais faire, mais je suis un peu moins doué. Et d'ailleurs, je discutais avec un ami qui est venu de Montpellier, qui est photographe, et il me disait, mais il y a des gens, ils s'en foutent de nos discussions. Ils sont concrètement sur le terrain, ils expérimentent des techniques de survie, des techniques d'agricole, etc. Et ils foncent. Et c'est très bien. Et on est complémentaires, il faut qu'on se parle. On vous écoute. Une question que je tiens à vous poser. Je vais essayer de répondre. Danger face à cette situation ne risque-t-il pas de venir d'une petite minorité qui possède les plus grandes richesses sur la planète et qui ne rêve que de s'en sortir avec tout le pouvoir qu'ils peuvent avoir la situation financière, à faire les apprentis sorciers sur aussi bien le climat que le changement du génome humain, que le transhumanisme, etc. Et pour faire ces recherches qui sont actuellement en situation c'est la situation de recherche actuellement, pour utiliser une énergie colossale pour arriver à essayer de trouver des solutions d'apprentis sorciers qui justement sont très coûteuses et que si de toute façon jamais elles aboutissaient, elles ne seraient utilisées que par une petite minorité au détriment du chaos pour tout le reste de l'humanité. Oui, bien sûr que c'est un risque. Bien sûr que c'est un risque et que ça existe. Il faut savoir qu'il y a la grande mode chez les milliardaires de la Silicon Valley, c'est d'acheter son bunker en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des gens qui s'y préparent. Il y a effectivement c'est ce que j'ai appelé la technosalvation. C'est-à-dire il y a ce fantasme du transhumanisme et de l'homme augmenté. Mais en fait, et c'est pour ça qu'il faut travailler et documenter, comment dire? En fait, si vous déroulez le fil, vous apercevez qu'il y a des scénarios qui sont moins fructueux que d'autres. On va prendre l'hypothèse du survivalisme ou de la technosalvation. On a des travaux d'anthropologues, on a des travaux qui sont documentés en sociologie, qui montrent que des groupes trop petits
n'ont pas les structures suffisantes pour transmettre suffisamment d'informations, de complexité, d'innovation, etc. Par exemple, il y a dans les groupes préhistoriques des groupes de chasseurs qui, sur la suite d'une épidémie ou d'un problème climatique, voient leur population s'effondrer, ils ne sont pas assez nombreux, et ils perdent l'usage du boomerang, qui est une arme très efficace en 2-3 générations. Donc il y a une dégradation colossale. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est Martin Luther King qui le disait, on vivra le futur comme des frères ou on crevera ensemble, quoi, en gros, pour le citer en substance. C'est-à-dire que souvent, vous imaginez qu'avec ce que j'étudie, je pourrais avoir le blues. Mais en fait, je garde confiance en la nature humaine et on me dit pourquoi tu te planques pas? J'ai dit parce que si les gens ont faim, ils ne viendront pas me laisser tranquille chez moi avec mon petit jardin de permaculture. Je ne pourrais pas me défendre contre tout le monde, etc. Et donc je préfère agir dans ma communauté, ici, sur Albi, ici et maintenant, parce que c'est collectivement qu'on s'en sortira, c'est pas individuellement. Individuellement, on n'aura pas une vie, on aura une vie dégradée qui sera plus proche de la survie. Et donc c'est collectivement, avec de l'empathie et de l'humanité. Mais avoir de l'humanité, c'est de voir aussi que mon frère en humanité peut avoir une pathologie, peut être mauvais, peut vouloir me faire du mal, qu'il faut aussi s'en protéger, donc il faut des structures étatiques, un système de défense. Moi, je ne pourrais pas me payer une milice privée. Donc c'est collectivement qu'il faut trouver une solution, et c'est ensemble qu'on doit inventer le scénario le plus désirable. Le plus désirable. Et c'est là où le propos sur la transcendance, en tout cas, ou sur la spiritualité était fondamental. Nous, quand on documente des gens qui découvrent ça, on a énormément de métanoïa. La métanoïa en philosophie, c'est une transformation radicale des valeurs. Et j'avais une discussion avec un professeur de psychologie sociale qui est à Nantes, qui s'appelle Nicolas Roussio, et qui me disait que ces questions-là posent la question d'une spiritualité, en tout cas laïque, c'est-à-dire d'un rapport à quelque chose qui nous dépasse. Et que c'est assez marrant, c'est qu'à peu près tout le monde, y compris le pire des athées, comme il dit en rigolant, développe un système de croyance et un rapport à la spiritualité, mais dès qu'on utilise le mot spiritualité, croyance, etc., il y a comme un bug dans le cerveau, et il n'assume pas et ça bloque. Mais que globalement, à peu près tout le monde a un système de valeurs, de croyances, et c'est d'ailleurs, et c'est là où les gens se trompent, c'est quand même ce qui distingue la collapsologie de ce qu'on appelle dans notre jargon les croyances à la fin du monde. Ce n'est pas une croyance à la fin du monde, parce qu'elle est argumentée par la raison, elle passe par le logos et par des chiffres, elle passe par un savoir objectivé. Et ce qu'il faut inventer, c'est le politique et le lien social. Et c'est pour ça que je tenais que Jean-François soit avec moi à la tribune, parce que, et c'est pour ça que j'ai fait une présentation très très courte, parce que moi je ne suis pas le lien social à moi tout seul, sinon je suis un gourou. C'est-à-dire c'est nous collectivement qui allons créer du lien social, c'est nous collectivement qui devons inventer une société, avec ses travers, ses défauts. On va faire des erreurs, on va se planter, mais c'est pas grave. Et c'est pour ça, et vous citiez Edgar Morin, il faut relire le petit texte sur les 7 savoirs du XXIe siècle, qui est fondamental, qui pose la question du rapport à la transdisciplinarité, à la complexité, à l'objet terre, à la biologie. Il faut vraiment se poser ces questions-là. Et c'est comme ça qu'on construira un avenir désirable, ou en tout cas moins dégradé. Oui, le portrait dressé de la collapsologie là, est très franco-français. Or, vous dites que on doit avoir un nous collectif, et le nous collectif, il ne s'arrête pas à Albi ou en France, il doit inclure les Chinois, les Brésiliens, les Asiatiques. Comment ça se passe sur ces continents? Est-ce qu'il y a des Pablo Servigne au Brésil et ailleurs? Alors, pour être tout à fait franc, il y en a énormément, je ne les ai pas cités, il y a Vaclav Smil, par exemple, qui vient de sortir un livre, c'est un biologiste, qui est très documenté aux États-Unis, qui s'appelle Croissance, mais je vous traduis le titre, c'est des micro-organismes aux méga-sociétés, où il dit qu'il faut arrêter cet imaginaire-là. Il y a Paul Shefurka, par exemple, qui a travaillé sur l'échelle de prise de conscience de tous ces problèmes-là. Pablo en parle beaucoup dans ses livres.
Nous, on l'a retrouvé dans nos enquêtes, puisqu'on a fait on a validé avec mes co-auteurs la première échelle psychométrique sur le locus of control, c'est-à-dire sur la façon dont on appréhende ces questions-là. Et on retrouve, c'est-à-dire les gens disent il n'y a pas de problème, jusqu'à ah mince, les problèmes sont imbriqués les uns avec les autres. On a des équivalents à peu près partout. Je discutais avec des collègues qui sont au Brésil, au labo, elles me disaient mais nous, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'on a tellement de problèmes d'inégalité, tellement de problèmes en amont à résoudre qu'on a moins ces questions-là. En Chine, on ne peut pas savoir parce que, par définition, la Chine est un peu compliquée. Mais globalement, on arrive à le voir par le bas. En fait, quand vous ne pouvez pas observer par le haut parce que vous n'avez pas accès à la vie intellectuelle et à son système de diffusion, vous regardez les réseaux militants. Donc en France, autour de Deep Green, Résistance, Extension, Rébellion, etc. Et ça bouge quand même très fort et un peu partout dans le monde. Donc voilà. Eh bien, je dirais simplement ceci. Ce que des hommes ont fait, d'autres peuvent le défaire. Ça veut dire que le monde tel que nous le vivons actuellement a été construit par des êtres humains. Nous sommes capables, en tant qu'êtres humains, de refaire ce monde-là parce que le monde est le produit du travail des hommes. Les hommes, les générations qui sont là et les générations suivantes sont capables de prendre ce problème à bras le corps et le résoudre. Ça veut dire simplement qu'au lieu de subir les discours qu'on nous balance, surtout dans le domaine économique, on doit interroger systématiquement la logique même du discours économique par rapport à notre environnement et par rapport à ce qu'il en est de l'avenir de l'humanité. Mais si, comme on dit chez moi, si tous les fils du royaume venaient par leur doigt assemblés boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. Donc ça veut dire que c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous et donc c'est un engagement individuel et citoyen que je vous invite. Merci. Avant de nous quitter, Loïc va vous parler d'une revue. Alors, ça c'est la. Alors, déjà, merci d'être venus si nombreux. Alors, le problème, c'est que maintenant, je suis grillé parce que personne ne savait que je travaillais. J'étais resté très discret sur ces questions-là. Il n'y avait même pas de vidéo qui circulait. Maintenant, il y en aura une. Il y en aura une. Oui, j'ai fait en sorte d'être discret parce qu'on essayait de savoir. C'est-à-dire que on a refusé Envoyé spécial, zone interdite, Canal+, ou ces choses-là, parce que précisément, aujourd'hui, je les ai eu au téléphone, que je leur dis, montrez-moi un collapso, ils veulent un mec planqué dans une yourte avec des chèvres, etc. Je leur dis, c'est pas ça. Si vous voulez filmer des gens qui s'intéressent à la collapso, vous venez dans un amphi et les mecs, ils projettent des diagrammes un peu complexes. Et c'est plutôt ça la collapso, et puis surtout il faut respecter les gens. En fait, les gens qui ont des changements radicaux de vie, c'est 1,5% des échantillons, la plupart sont comme vous et moi, ils sont dans des stratégies d'atténuation carbone. Et pour essayer de recenser tout ce qu'on sait sur la collapso, toutes les initiatives qui sont prises, avec Yves Saint-Jour, avec Denis Chalumeau, avec Pablo Servigne que vous connaissez tous, avec moi, votre serviteur, on a créé une revue qui s'appelle Yggdrasil. C'est un hommage à l'arbre-monde de la mythologie. Et j'ai la chance d'avoir une rubrique qui s'appelle La collapso heureuse. Voilà, bonne soirée. Vous avez deux grands ouvrages qui ont servi sur la table de plaie.